Le deuxième tour des élections législatives, c'est ce dimanche. Il n'y a plus dans chacune des 12 circonscriptions de Gironde que 2 candidats. Et justement, pour débattre dans cette circonscription, la 11e pour commencer, les 2 candidates en lice. Avec vous, Véronique Hammerer, vous représentez donc La République En Marche. Et face à vous, Edwige Diaz du Front National. Et à mes côtés, Bruno Bézia de Sud-Ouest qui s'associe bien évidemment à ce débat des législatives. Et c'est à vous, Bruno, que revient la première question. La première question avec vous, Edwige Diaz. Vous avez réalisé, on peut dire, je pense que vous étiez déçu quand même dimanche soir, une contre-performance. C'est à peu près 10 000 voix, un peu plus de 10 000 voix de moins que Marine Le Pen. Où sont passés vos électeurs, Edwige Diaz? Alors oui, je confirme que ma première réaction, ça a été une pointe de déception. Et au fur et à mesure de la soirée, quand j'ai vu à quel point nous avons réussi à résister dans cette circonscription, finalement, c'est plutôt une satisfaction qui me donne beaucoup de force pour avancer dans ce deuxième tour qui s'annonce prometteur. Enfin, 10 000 voix de moins, je vous repose la question, où sont passés, vous savez, pourquoi ces électeurs qui sont allés sur Marine Le Pen ne sont pas allés sur vous? Oui, conditions climatiques, nous n'avons peut-être pas réussi à mobiliser suffisamment, mais moi je préfère voir le verre à moitié plein et je me dis que j'ai une réserve de voix assez importante. Et pour le deuxième tour. Oui, alors, est-ce que c'est pas... je pense en fait que l'élection a été donnée comme gagnante au profit des candidats de M. Macron. C'est la raison pour laquelle nos électeurs ne se sont pas suffisamment mobilisés parce qu'ils se sont dit de toute façon c'est fini. Mais là c'est un deuxième tour, on rebat les cartes et je pense que nous avons réussi à faire passer ce sentiment d'espoir puisque seulement 4 points nous séparent de Mme Est-ce que ce n'est pas lié, alors pardonnez-moi de vous dire ça parce que je sais que ça vous agace quand je vous en parle, mais au fait que vous aviez été... mets des guillemets, parachuté, c'est-à-dire vous n'êtes pas du Blayais, voilà, vous êtes de Salles, donc vous êtes présenté là, dans cette circonscription qui était effectivement la plus facile pour le Front National. Alors est-ce que c'est pas lié à ça, à votre personnalité? Il y a eu des critiques, moi j'en ai vu, hein, non, même dans votre camp, sur votre candidature, est-ce que c'est pas lié à ça? Je pense pas, puisque bon, j'ai 29 ans, ça fait 25 ans que j'habite en Gironde. Oui, vous êtes Girondine. Donc voilà, donc je pense qu'on part sur une élection nationale avec un caractère départemental, donc 25 ans d'années en Gironde, je pense que pas beaucoup de candidats peuvent se prévaloir de cet atout-là. Je connais très bien le département. Et donc, non, là, je pense que c'est une question de facilité. Ce sont peut-être des attaques faciles qui ont été dirigées à mon encontre, mais la mayonnaise n'a pas pris, et tant mieux. Véronique Hammerer, justement, quand on regarde le résultat de tous les candidats en marche au niveau départemental, vous êtes dans cette circonscription celle qui a le plus faible écart avec son poursuivant. Un petit peu la même question qu'à Edwige Diaz. Vous êtes un peu déçue? Alors, non, pas déçue, agréablement surprise. Je pensais effectivement être plutôt en deuxième position parce que je rappelle quand même que Madame Le Pen avait fait 47% au deuxième tour des présidentielles et la tâche aurait été difficile, c'était difficile et je pensais effectivement être en deuxième. Je pensais même à une triangulaire, vous voyez, notamment avec la France Insoumise. Ce n'est pas le cas. J'ai été très surprise, mais alors quelle fierté de pouvoir avoir battu le Front National, ça c'est clair. Donc 4 points à peu près vous séparent. J'imagine que l'une et l'autre, vous avez fait vos calculs. À votre avis, quelles sont vos réserves de voix et quel message vous pourriez avoir à destination justement de ceux dont les candidats ne sont pas représentés au second tour? Alors c'est ce que je disais encore hier à mes militants du comité. Rien n'est acquis. Le combat n'est pas gagné, absolument pas. Il faut rester prudent. 4 points, effectivement, nous séparent. Pour ma part, ce n'est que 4 points. Restons vigilants. Et je dirais, j'ai envie plutôt de m'adresser, bien sûr, aux gens qui se sont abstenus, de leur dire que, attention, ce n'est pas acquis. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une médiatisation qui dit qu'effectivement, au Parlement, il y aura plus de 400 députés en marche. Voilà. Comme le rappelait DJ, il y a beaucoup d'électeurs FN qui se sont abstenus pour le coup. Il y a énormément, effectivement. Je pense aussi qu'il y a de ça, vous avez tout à fait raison. Il y a aussi également les Insoumis, je pense également. Et puis après, Insoumis n'ont pas voté pour vous. Écoutez, vu ce qu'a dit M. Mélenchon dernièrement, je pense pas. M. Mélenchon, effectivement, s'est juste contenté de dire ne votez pas Front National, point.
Donc effectivement, soit on aura des personnes insoumises qui ne voteront pas pour moi ou qui voteront blanc, ou éventuellement peut-être qui votera pour moi parce que tout simplement, c'est quand même l'extrême droite que nous avons aux portes de la 11e. Même question à Edwige Diaz, vous l'avez abordé rapidement, mais est-ce que vous avez un message peut-être à envoyer à celles et ceux, encore une fois, dont les candidats ne sont pas présents au second tour? Oui, tout à fait, un message très fort, puisque donc, moi je n'ai que 4 petits points d'écart avec Madame Amrer, alors que sur l'ensemble des autres circonscriptions de Gironde, les candidats Macron devancent leur second entre 10 et 25 points. Ce qui veut dire que s'il y a une seule circonscription en Gironde qui peut empêcher le grand chelem de Macron, c'est ma circonscription. Donc moi aujourd'hui je ne me présente pas comme une candidate exclusivement du Front National, je me présente comme la candidate des opposants à Macron. Mais qui va voter pour vous? Vous avez fait un appel à qui? À la France Insoumise? Je fais l'appel évidemment aux abstentionnistes et à tous les grands démocrates qui ne veulent pas d'un département monochromique, qui ne veulent pas d'un département entièrement soumis à la politique de Macron. Alors justement, tiens, on en a beaucoup parlé ce dimanche, cet aspect un petit peu raz-de-marée entre 400 et 450, hein, pour faire simple, députés République En Marche à l'Assemblée sont attendus au terme de ce second tour. Visiblement, c'est un argument politique pour vos opposants, mais comment vous pouvez assurer que justement, il n'y aura pas ce côté monochrome, il n'y aura pas ce côté monolithique, il n'y aura pas ce côté entre guillemets, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu, godillot? Ah, ce terme godillot, bon petit soldat, je l'ai entendu souvent. Mais quel mépris! Je ne sais pas, je vous pose la question. Quel mépris pour les gens comme nous, de la société civile, ou même des personnes qui ont été aussi un peu dans la politique et qui ont exercé. Enfin, nous avons des compétences. Arrêtez de penser qu'on va être des godillots. Moi, si je rejoins Macron, c'est parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a une politique libérale, mais aussi il y a une politique qui va protéger les gens qui sont en précarité, protéger les salariés, protéger les entreprises, les agriculteurs. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Vous êtes bien engagé à approuver son programme. Enfin, il me semble que c'était un engagement d'ailleurs. Mais c'est un engagement, ce que je veux dire par là. Vous allez voter à l'Assemblée pour les projets de loi du gouvernement, j'imagine en tout cas. Le projet qui est proposé par le président, ce n'est pas un projet qui est uniquement que libéral, qui va mettre le feu à la France, qui va, au contraire, regarder aujourd'hui comment la France est redorée, par justement, on a retrouvé une posture de président. On avait besoin d'un pilote dans l'avion. Nous en avons un. Et moi, j'ai envie de le suivre. Bien sûr qu'on le suivra. Mais attention, godillot, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ferme les yeux et à un moment donné, on accepte tout. Non, les choses seront discutées. Donc vous n'accepterez pas tout si vous êtes élu député. Mais on n'acceptera pas tout à partir du moment où il y a du dialogue. Un gouvernement, Mais à partir du moment où il y aura du dialogue et du consensus, Monsieur Macron, c'est le dialogue. Arrêtons de penser que parce qu'il va y avoir des ordonnances, qu'il n'y aura pas de dialogue. Au jour d'aujourd'hui, sur la loi travail, il y a plus de 50 réunions qui vont être prévues au niveau du Parlement. On va peut-être en parler avec Edwige Diaz aussi, mais pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait des opposants. Or, dans une chambre monochrome ou quasiment monochrome, avec qui vous allez dialoguer entre vous pour savoir quel est éventuellement... Enfin, c'est compliqué. Pour un dialogue, il faut quelqu'un qui soit d'accord et quelqu'un qui ne soit pas d'accord. Mais là, ça ne sera pas le cas à l'Assemblée. Mais alors, comment dire? Vous savez que pour nous élire, ça passe par des électeurs. Donc, il y a le peuple. Et que si le peuple n'est pas d'accord, vous savez qu'en France, on a encore le droit à faire la grève, hein, et à dire qu'on n'est pas d'accord. Puis, il y a les journalistes aussi qui peuvent dénoncer les choses. Puis, il y a les associations, il y a les organismes sociaux qui sont là pour dire on n'est pas d'accord. Les gens aillent dans la rue quand même. C'est pas une question d'aller dans la rue. À un moment donné, le droit de grève, c'est un droit. Le droit à la parole, c'est un droit. Le droit au débat, c'est un droit. Et nous sommes purement démocratiques par rapport à ça. Il n'y aura aucun problème. Si effectivement la population, les associations, les journalistes ne sont pas en accord avec ce qu'il fait, la force va venir de là. Après, je voudrais vous dire une chose. Sur les territoires, vous pensez qu'à un moment donné, quand on va mener les sujets fondamentaux pour les territoires, le député, il va décider de tout? Mais ce n'est pas vrai. On va travailler avec des élus, on va travailler avec des associations, on va travailler avec des forces vives. Donc on aura cette matière-là que nous allons faire remonter. Tout ne sera pas décidé à Paris. Mais tout ne sera pas décidé à Paris. Edwige Diaz, juste par rapport à cet aspect monochrome et monolithique, et je reviens sur le terme godillot qui a souvent été employé ces derniers jours.
Oui, juste une petite réaction. Donc j'entends Madame Amrer qui nous dit que Macron a un programme contre la précarité. Moi, je vois plutôt l'inverse. Je pense qu'il va accentuer les disparités et la précarité, notamment avec l'augmentation de la CSG qui va toucher les retraités. Et nous, en Gironde, sur le canton de l'Estuaire, donc juste à côté, nous avons le record de taux de précarité parmi les retraités. Donc je ne pense pas que le programme... Des retraités qui touchent au moins de 1 000 € par mois, Madame Diaz. Mais vous pensez qu'avec 1 ça ne va pas toucher les personnes qui touchent au moins de 1 000 € par mois. Oui, mais alors super, avec 1 050 €, on est riche. Donc clairement, je crois que c'est pas crédible, c'est pas comme ça que vous allez lutter contre la précarité. Après, vous nous parliez de la protection du travail. Je pense qu'avec la loi travail, on est loin de protéger l'emploi, on est plutôt en train de le précariser. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au Front National, au niveau de la loi travail? Racontez-moi. On va y venir. Juste, je voulais dire, si Madame Amrer est élue, elle va être un député parmi environ 400. Ce qui va représenter à peu près un poids de 0,25%. Je ne pense pas que c'est avec cette proportion-là qu'on va pouvoir défendre notre territoire, qui est un territoire clairement oublié actuellement. Alors s'ils se font dans 400 circonscriptions, là on ne parle même pas d'oubli, on parle de mort assurée. Ceci dit, si vous êtes élu, vous êtes sûr que vous serez mieux entendu. Oui, parce que si vous êtes élu, vous serez 2 ou 3, enfin, ou 4. C'est même pas 0,025, c'est 0%, Madame Diaz. Quand un député Front National en vaut beaucoup plus que député Macron. Regardez l'écho qu'avait Marion Maréchal. Qu'aujourd'hui, pour que votre circonscription soit entendue, il faut qu'elle soit dans l'opposition. Bien sûr, oui. Il faut qu'elle sorte de cet oubli. Et je pense que je suis la mieux placée pour la faire passer à la lumière, puisque je serai écoutée en tant que député Front National. Et vous le disiez à juste titre, nous serons peu nombreux, donc nous serons d'autant plus écoutés, nous aurons d'autant plus d'écho médiatique, et nous serons les seuls à pouvoir faire ressurgir les problèmes qui sont, jusqu'à aujourd'hui, totalement oubliés. Alors, sur les problèmes, justement, Véronique Amrer vous posez une question sur la loi travail. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous parlez des problèmes, mais c'est vrai que le Front National, on parle beaucoup des problèmes, on le voit peu sur les solutions. Oui, parce que vous ne m'interrogez pas assez. Mais regardez. Voilà, et je vous réponds avec grand plaisir. Non, mais là, comme on était sur la partie constat, j'ai répondu sur le constat. Mais évidemment, des solutions, nous en avons. Nous, sur la loi travail, nous n'aurons pas d'autre choix que voter contre. Contrairement aux députés Macron qui ne pourront pas voter contre, puisqu'elle passera par ordonnance, ils seront obligés de la signer docilement. Donc nous pourrons faire ressortir les propositions, et moi je suis contre la précarisation. Cette loi travail, c'est la précarité assurée, on repart sur des petits emplois, la liberté d'être licencié plus facilement, la laïcité dans l'entreprise, j'en parle même pas, on va être dans des accords d'entreprise et non dans des accords de branche, ce qui fait que les entreprises seront en concurrence entre elles. Ça ne créera aucun emploi, ça va générer du stress. Et la conséquence du stress, c'est que les patrons ne vont plus pouvoir embaucher, les salariés ne se sentiront plus dans une situation de confort par rapport à leur travail. Donc pour l'investissement, acheter une maison, etc., ça va devenir très très compliqué. Donc évidemment, nous souhaitons aller faire du dialogue, écouter tous ceux qui ont envie de garder leur emploi, tous ceux qui ont envie de travailler, de contribuer à la richesse du pays. Les organismes patronaux, ils disent plutôt l'inverse. Ils disent que c'est plutôt une loi qui leur plaît. Oui, c'est normal. Le MEDEF, vous avez une petite entreprise. Vous avez une petite entreprise. Peut-être que finalement, vous trouvez que c'était pas... Non, vous ne les retrouvez pas? Non, je m'y retrouve pas. Et le patronat, c'est le MEDEF. On sait très bien que c'est plutôt les amis de M. Macron. Véronique Amrer, justement, par rapport à tout ça, vous dites non, vous pouvez assurer effectivement que la loi travail est un vrai plus pour tout un chacun. Il faut sortir la France de l'immobilisme. Il faut que la France rentre enfin dans le XXIe siècle et qu'elle soit dans la progression des choses. Cette loi travail, qui est souvent mal interprétée, qui est mal jugée, elle est là effectivement pour créer de l'économie, pour créer une impulsion économique, mais aussi pour protéger les salariés. Je voulais juste rectifier. En fait, Madame Diaz, c'est un accord avec les branches. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus décentralisé. C'est-à-dire que c'est les branches qui vont s'occuper à un moment donné de voir comment on peut vivre une entreprise. Et après, les choses, elles se feront au sein de l'entreprise. Moi, je pense que cette loi-là, elle est importante parce que non seulement, en plus, elle protège aussi les salariés, bien que tout le monde croit qu'effectivement les salariés ne seront pas protégés, puisque au sein même de l'entreprise, il y aura du dialogue. Et que si les syndicats et l'entreprise n'arrivent pas à se mettre d'accord, à 50%, d'accord, les salariés pourront à un moment donné faire un référendum et dire ce qu'ils ont envie de faire dans leur entreprise. Et ça, c'est important. Enfin, arrêtons de dire qu'à un moment donné, tout est pour le patronat. C'est pas vrai. Moi, je pense que ça va finir dans la rue.
Oui, c'est beaucoup ce qu'on a entendu aussi. Parce que la loi est mal comprise. En disant qu'effectivement, attention, parce que le troisième tour social pourrait être terrible, parce que justement, il y a un problème, semble-t-il, de représentativité. Alors, on n'a pas eu le temps forcément d'aborder cette question de l'abstention, mais enfin, effectivement, un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes, et La République En Marche fait à peu près 30 à 35%. Donc, vous représentez, allez, grosso modo, 20 ou 20% maximum de la population totale. Est-ce que c'est pas un danger, ça, quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité? De légitimité. Se retrouver comme ça avec 400, 450 députés qui effectivement vont prendre en main l'Assemblée alors qu'ils ne représentent que 20 à 25% de la population, est-ce que ça ne pose pas problème? En 1958, M. de Gaulle avait eu plus de 300 parlementaires également quand il est arrivé au pouvoir. Nous sommes dans la même configuration, même avec un peu plus. Moi, je voudrais juste dire à un moment donné que je suis peut-être 0,025 ou 25, mais vous voyez, Madame Diaz, la différence entre vous et moi, c'est que vous parlez de ma circonscription. Moi, je serai élu. Nous disons nous. Je dis jamais je, moi, je dis nous. Et nous, c'est 0,25 multiplié par 400. Et c'est ce qui va faire notre force. C'est-à-dire le collectif. Le collectif. On n'est pas très collectif au FN, c'est ça? Je ne souhaite évidemment pas votre victoire, mais si jamais les électeurs vous honorent de leur choix, nous verrons si vous serez audible. Mais croyez-moi, je serai très vigilante. Pas de souci. Il y a quand même un élément de cet avant-projet de loi de travail, c'est tout ce qui concerne les prud'hommes. Il y a quand même visiblement la mise en place souhaitée d'un plancher et d'un plafond. Et le patronat dit, écoutez, comme ça nous permettra d'être plus tranquille quand on embauche, parce qu'on pourra licencier plus facilement. Je simplifie un peu trop peut-être, mais quand même. Mais alors, je prends un exemple. J'ai discuté avec un président d'une chambre des commerces et de l'industrie, une CCI, et qui m'expliquait il disait que une entreprise, par exemple, je dis n'importe quoi, qui a 10 salariés, il doit à un moment donné effectivement licencier une personne. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de plafond. Donc, il ne sait pas au niveau de la loi combien effectivement il devra d'indemnité. Imaginez. Une fois encore, ce sont des chiffres qui ne sont pas à prendre en compte, mais c'est des exemples pour que les habitants et les électeurs puissent bien comprendre. Imaginez qu'il a 150 ou 200 000 euros à donner. C'est-à-dire qu'on va licencier une personne et on va mettre en péril une entreprise alors qu'elle en a 5 ou 6 derrière, et il va être obligé de fermer l'entreprise parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas payer ces 200 000 euros. C'est ça qu'il faut préserver. C'est ces salariés-là, eux, qui bossent, qu'il faut préserver. Allez, Diaz, vous êtes un peu en retard, justement, par rapport à la question de l'emploi dans cette circonscription. Dans votre circonscription, vous l'avez dit, une circonscription un petit peu oubliée. Quelle est la situation? Est-ce que vous pensez, effectivement, que les propositions de la République En Marche peuvent aider? Moi, je pense que notre circonscription cristallise à l'échelon local toutes les problématiques nationales. Donc il faut voir ça dans son ensemble. Nous, au Front National, nous sommes pour le patriotisme économique, la préférence nationale, pour nous affranchir les règles européennes qui nous interdisent, par exemple, de mettre des étiquettes sur les produits, alors que notre territoire est très riche. Nous avons de l'agriculture, de la viticulture, et aujourd'hui, ces joyaux de notre territoire sont clairement menacés. Donc moi, je serai leur porte-parole et je veux les défendre pour les mettre en avant. Par exemple, nous avons tout à l'heure un débat avec les viticulteurs. Je trouve cela inconcevable qu'à l'occasion du Tour de France, nous ayons pris un vin Sud-Amérique. Vous voyez, alors que nous avons des richesses terribles chez nous. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont complètement mises à l'écart. Et dans notre circonscription, c'est pire, c'est l'oubli. C'est le patriotisme économique. C'est un secteur viticole, hein, vous l'avez dit. On vend beaucoup de vin à l'étranger, même dans le Blayais. Si on ferme les frontières, ça va quand même. Avez-vous entendu parler de fermer les frontières? Un petit peu, le patriotisme économique, c'est dire on taxe beaucoup ce qui est importé. Ça veut dire qu'on met en place. Pays vont taxer les ça veut dire qu'on met en place des circuits courts qui nous font consommer sur place ce que l'on consomme sur place. Donc ce sont des éléments de bon sens. En l'occurrence, c'est pas ce qui se fait. Et si c'était si joyeux que ça, expliquez-moi pourquoi nous avons autant de suicides parmi les agriculteurs en ce moment. C'est évidemment quel est le taux sur la 11e circonscription, Madame Diaz, du taux de suicide? Quel est le taux? Moi, je parle au national. Ah, moi, je vous parle de la 11e, moi. Ah oui, parce que alors vous pensez que les agriculteurs de la 11e circonscription se portent à merveille, alors que tous les agriculteurs de France sont en train de mettre la clé sous la porte ou pire de se suicider. Moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et nous sommes pour soutenir l'entreprise et l'entrepreneuriat en local. Nous proposons entre autres l'exonération des plus-values sur les transmissions d'entreprises. Nous proposons également l'exonération de charges pour les jeunes de moins de 21 ans puisque notre circonscription est très touchée par le chômage des jeunes notamment. Donc ce sont des propositions de bon sens que je m'évertuerai à défendre haut et fort.
Il y a un autre élément, semble-t-il, qui est important dans votre circonscription, c'est celui lié au problème d'un territoire un peu enclavé. Vous craignez la désertification, vous demandez davantage de services publics. Alors, est-ce que sur ce point-là, vous êtes d'accord toutes les deux? Sur le constat, oui. Sur le constat, oui. C'est peut-être un petit peu plus les solutions qui posent problème, semble-t-il. Moi, je pense que si nous voulons redonner vie à notre territoire, il est clair et net qu'il faut le fluidifier. C'est pas normal aujourd'hui qu'on mette autant de temps pour faire Saint-André-Bordeaux que bientôt Bordeaux-Paris en LGV. Donc il faut penser à des solutions raisonnables. Je pense notamment aux grands contournements, en prenant en compte nos spécificités écologiques. Le raisonnable, je ne sais pas où il est, le raisonnable. Après, c'est une solution, effectivement. Je ne veux pas du tout faire passer dans les vignes, et figurez-vous que je sais de quoi je parle, puisque environ 25 hectares de vignes seraient concernés. Évidemment, il faudra indemniser. Je ne suis pas pour le tout grand contournement, mais je pense qu'il faut en parler. C'est une solution qui va devoir s'imposer à nous. Je suis évidemment pour le rétablissement de la ligne Blaye-Saint-Marien, pour le ferroutage, pour le méroutage. Des choses sont à faire. Mais aussi, il faudra que nous ramenions l'emploi sur place. Ça évitera aux gens d'aller sur Bordeaux, et nous pourrons aussi maintenir des entreprises localement si, par exemple, nous avons une couverture Internet suffisante. Comment on fait? Déjà, la moitié de notre circonscription quasiment est en zone blanche. Donc ça n'incite pas les entreprises à venir s'installer. C'est pas trop beau de députés quand même. Non mais si personne ne le fait remonter. Oui. Le département est en train de travailler dessus. Il y a des propositions qui sont faites aujourd'hui par le département. Alors, le département est plutôt relativement long, et c'est la même couleur politique qui dirige le département depuis des années. Donc, si on avait pu leur faire confiance, ça se saurait. Il y a un plan numérique quand même. Oui, il y a un plan numérique important. Après, voilà, effectivement, c'est long, vous avez raison, mais je crois que c'est aussi assez cher. Véronique Amorer, vous êtes un petit peu en retard par rapport au temps de parole, justement, concernant cette difficulté, ce désenclavement nécessaire pour... On la relance ou pas, la question du grand contournement? C'est un sujet fondamental. Ouais. C'est un des sujets fondamentaux du territoire qui, effectivement, il faut prendre à bras le corps. Alors, moi, je souhaiterais dire qu'il y a des choses que je sais et il y a des choses que je ne sais pas. Et dans ce que je ne sais pas, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et que je veux comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que pour essayer de répondre à cette problématique de l'enclavement, il y a déjà eu plein de choses. Et on a des outils, et je rejoins Madame Diaz, on a des outils extraordinaires sur notre territoire. On a un estuaire. Donc, on peut passer par le fluvial. On peut effectivement retravailler sur la ligne Blaye-Saint-Marien, puisqu'on a déjà le rail, donc on ne va pas réinventer. Le ferroutage est également aussi une orientation. On a des solutions, on a des orientations. Il y a eu des diagnostics. Il y a eu des dossiers, ça fait 20 ans qu'il y en a, ou même 15 ans pour certains. Il y a eu le grand contournement, 3 dossiers du grand contournement. Ben moi, en tant que députée, d'abord, je veux essayer d'approfondir ces dossiers. Je souhaite comprendre qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et surtout qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et l'idée, c'est de mettre un petit peu tous les acteurs autour de la table, toutes les forces vives, que ce soit les élus, les associations, les habitants, pour qu'ensemble, on puisse porter ce dossier-là, parce qu'il faut absolument agir contre l'enclavement de cette 11e circonscription, qui est d'ailleurs aussi une problématique qu'on rencontre également dans le nord libournais. Il faut absolument que la région et le département nous accompagnent dans cette question-là. Vous savez ce qu'on dit d'Emmanuel Macron, que c'est plutôt le candidat des cadres supérieurs, des grandes villes, des métropoles. Et c'est vrai que dans son programme, on ne voit pas beaucoup de choses sur la ruralité, les services publics. Rapidement, parce que sinon vous allez être... Mais quand vous dites on est des cadres supérieurs, vous sortez ça d'où? Non, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est plutôt le candidat des classes aisées, des cadres supérieurs. Est-ce que je suis de la classe aisée, moi? Je sais pas. Non, je suis assistante sociale, monsieur. Donc je suis pas des classes, je suis des classes moyennes, standard, qui a réussi effectivement sa vie. Pour vous. Donc le fait d'être entouré de cadres, non, j'en vois pas tant que ça. Et puis même si on a, tant mieux, ça veut dire qu'il y a des compétences. On a quand même l'impression, à Diaz, que voilà, cette question de désenclavement du territoire, de rééquilibrage par rapport à la métropole, il y a eu plein de choses qui ont été tentées, évoquées, et rien ne bouge. Qu'est-ce que vous feriez de différent? Mais moi, j'ai envie de dire à Madame Amorer qu'elle n'a pas le monopole de la concertation. Évidemment que si je suis aussi élue députée, je rassemblerai tout le monde autour d'une table. Mais à un moment donné, nous sommes élus sur un programme et il nous appartient de trancher, et nous ne sommes pas là pour faire les anguilles. C'est un petit peu ce que je vous reproche. Et si nous avions pu compter sur le département et sur la région depuis autant d'années qu'ils sont au pouvoir, eh bien ça se saurait. Pour l'instant, ils n'ont pas fait grand-chose. Et juste, moi j'ai une proposition très simple. Nous balançons des milliards d'euros dans la politique de la ville depuis des années. Moi je propose que nous mettions en place la politique de la campagne.
La politique de la campagne face aux politiques de la ville. Un petit mot, Véronique Hamrer, après on passera à la conclusion. Politique de la campagne avec qui, Madame Diaz? Quand vous dites que je n'ai pas le monopole de la concertation, mais la base de la démarche participative, de travailler ensemble, de produire ensemble, de co-construire, ça commence par la concertation. C'est pas moi-je. D'accord? Donc c'est nous. C'est d'abord on passe effectivement, peut-être moi qui va impulser une dynamique avec d'autres. Je ne suis pas seule. On est plusieurs pour pouvoir mettre en place des choses. Et que pour pouvoir mener une véritable politique rurale face à la métropole, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous. Allez, l'heure de la conclusion est maintenant arrivée. C'est vous qui avez été tiré au sort, Edwige Diaz. Pour commencer, vous avez à peu près 30 secondes. Nous sommes face à un enjeu majeur pour faire vivre notre démocratie. Si nous ne gagnons pas la 11e circonscription de Gironde, nous envoyons 12 députés Macron à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que notre territoire va tomber dans l'oubli, notre circonscription va tomber également dans l'oubli. Moi, je propose d'être le symbole de la circonscription de la résistance et j'appelle à moi tous les opposants de Macron au-delà des clivages politiques. La conclusion avec vous, Véronique Hamrer. Le mot résistance, il ne faut pas résister à tout. Il faut à un moment donné accepter les consensus aussi pour pouvoir avancer. Moi, je voudrais d'abord remercier les électeurs qui ont voté pour La République En Marche. Je voudrais leur dire attention, rien n'est acquis. Nous n'avons que 4 points d'écart avec l'extrême droite, et je répète bien, l'extrême droite. Elle est aux portes de cette 11e circonscription, et je souhaite effectivement être un vrai député de la proximité et me mobiliser pour les habitants de ce territoire. Merci. Je vous enverrai la définition de l'extrême droite. Merci. Logiquement, il n'y a pas de droit de réponse là-dessus. C'est une conclusion. Bon, enfin, on a oublié. Allez. Merci beaucoup.